Alors, avant de commencer, justement, pourquoi on a fait ce webinaire? On a fait ce webinaire parce qu'au contact de nos clients, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions autour du content marketing et du SEO. Et donc, l'idée de ce webinaire, qui aura un format assez particulier aujourd'hui, c'est de répondre avant tout à vos questions autour du content marketing et du SEO. Et là, je tiens justement à remercier toutes les personnes et toutes les entreprises qui ont pris le temps de nous envoyer leurs questions, notamment avec la participation de belles marques comme Adecco, Accor, Feu Vert. Et donc, l'idée de ce webinaire, c'est de répondre au maximum à ces questions. Alors, bien entendu, vu qu'on a reçu vraiment beaucoup de questions, on a essayé de les regrouper au maximum. Sachez que si jamais votre question n'a pas été répondue, dans tous les cas, on enverra un mail derrière pour vous apporter davantage de réponses. Donc, un gros merci pour vos questions. Et du coup, on va pouvoir commencer ce webinaire. Avant de commencer, très rapidement pour me présenter, je suis Nicolas Nguyen, cofondateur de Réputation VIP et de SEMJ, expert SEO depuis 10 ans. J'ai notamment eu la chance de remporter le concours SEO de 2010 et vous me retrouverez assez souvent en conférence, notamment au SEO Camp, au Searchwhy ou encore au Web Today. Pour dire 3 mots rapides sur Réputation VIP, qui on est une agence spécialisée en SEO, avec la particularité d'être très data-driven et très techno, tout simplement pour délivrer les meilleures prestations possibles en SEO. Et donc, on va accompagner nos clients sur le pilier du technique, le pilier du content et le pilier du netlinking, notamment des startups ou des PME comme le livre scolaire, jusqu'à des grandes marques comme Uber et Burger King. Et puis, autre point, on a également lancé SEMJ cette année, maintenant il y a 6 mois. SEMJ, c'est quoi? C'est une plateforme SaaS pour aider les marques à faire du content marketing et du SEO, et notamment à booster le trafic SEO vers leur contenu. Et là, on va avoir des marques comme Cdiscount, La Vie Claire ou Studyrama qui les utilisent pour tout simplement générer de la croissance SEO grâce aux campagnes de contenu. Donc, sans plus attendre, on va commencer par la première question. C'est une question sur les investissements en content marketing, notamment comment définir l'investissement en content marketing. Ça, c'est souvent une question qui revient et je pense là-dessus, il y a un point qui est à prendre en compte, c'est notamment l'évolution des budgets marketing qui vont être alloués spécifiquement au content marketing. Et là, ce qu'on peut voir, c'est notamment qu'aux USA, ces budgets alloués au content marketing ont fortement évolué, puisqu'en 2018, ils étaient à 23%. En 2019, aux USA, 41% des budgets marketing sont alloués au content marketing. Donc ça, du coup, c'est une tactique marketing qui est en plein essor aujourd'hui. Et donc, ce qui est intéressant également à travers cette étude, c'est notamment de se rendre compte que le contenu rédigé est notamment la top priorité aujourd'hui en content marketing aux USA. Et autre étude intéressante, notamment cette étude de Hassan2, c'est que le content aujourd'hui est considéré comme la tactique SEO la plus efficace pour générer de la croissance. Et donc là, on en vient à justement comment on fait pour bien allouer ses budgets et ses investissements sur la partie content marketing. Alors, le conseil que je peux vous donner, ça va être déjà de regarder et d'évaluer les différents canaux qui vous rapportent aujourd'hui des visites, bien entendu, mais aussi des conversions et du chiffre d'affaires si vous êtes en e-commerce. Et notamment de comparer, on va dire, la part d'acquisition d'un côté organique versus l'acquisition côté payant. Et donc là, notamment, ce qui est intéressant, si on voit que j'ai, par exemple, en général, on verra souvent que l'organique et le payant sont deux canaux qui sont très importants et qui rapportent, qui seront générateurs de votre business. L'idée derrière, ça sera bien entendu d'équilibrer l'investissement, notamment en prenant en compte sur la partie organique les 3 piliers. Donc typiquement en disant, tiens, je vais allouer par exemple 40% de mes efforts au content, par exemple 40% au technical, par exemple 20% au netlinking. Et là, l'idée, en prenant en compte justement ces 3 piliers, ça sera d'allouer un budget cohérent sur la partie SEO et la partie content en comparaison avec le trafic payant.
Donc, pour vous donner un contre-exemple, entre guillemets, parfois on rencontre, on va dire, certaines entreprises qui mettent, par exemple, 20 000 € sur le payant et 0 sur le SEO. Bon, en général, justement, le but c'est de bien équilibrer le sujet. L'autre avantage sur la partie content, c'est selon les typologies de contenu que vous allez créer, bien entendu, un article de blog, c'est aussi une raison d'envoyer un mail à votre base de prospects et de base de clients. C'est aussi, bien entendu, une raison pour publier sur les réseaux sociaux. Donc, le content est bien entendu également une tactique qui va bénéficier aux différents canaux. Alors ensuite, on a une question là qui est plus sur la partie organisation, notamment comment structurer mon équipe pour produire des contenus efficaces. Donc ça, je vais faire un rappel sur cette partie-là, c'est quand vous allez faire des contenus. Ce qui est important, bien entendu, c'est leur performance. Et la performance, c'est quoi? C'est notamment, là, quand on regarde la courbe de trafic d'un seul contenu dans Analytics, vous allez souvent avoir un pic de trafic au début. Et puis, derrière, ce qui est important, c'est d'avoir du trafic en continu, notamment grâce à cette courbe orange, qui est la courbe du trafic SEO. Donc ça, c'est vraiment la courbe de trafic à viser pour chacun de vos contenus. Quand vous allez faire un contenu, bien entendu, l'idée, ça va être d'éviter au maximum cette courbe de trafic, c'est-à-dire pas de trafic SEO après la publication du contenu. Pourquoi? Parce que, bien entendu, là, il y a moins de visiteurs et donc c'est moins rentable d'un point de vue marketing. Pour y arriver, ce qui est important de prendre en compte, c'est les différentes étapes autour du content et notamment les étapes qui sont très importantes d'un point de vue SEO. Notamment, quand on regarde différentes étapes, on peut voir qu'il y a 3 étapes clés autour du SEO, notamment de définir et prioriser les mots-clés. Qui vont être la base de votre stratégie de contenu, que ce soit un blog ou que ce soit une autre typologie, on va dire, de format. La base d'une stratégie de contenu, c'est très souvent cette partie mots-clés pour aller générer du trafic SEO. La deuxième étape qui va être clé, ça va être de créer un briefing SEO avant chaque contenu. D'accord? Donc ça, c'est toujours mené par la partie SEO. Ensuite, les équipes vont produire le contenu. Et là, derrière, la partie SEO va valider l'optimisation SEO du contenu. Donc ça, c'est vraiment 3 étapes clés. Et pour mener ces 3 étapes clés efficacement, l'idée, c'est, on peut imaginer une organisation où vous avez le SEO qui prend une posture plutôt de client et l'équipe content plutôt une posture de fournisseur. Et c'est vraiment ça l'idée, notamment le SEO va du coup, pour chaque contenu, envoyer une sorte de commande, qui est un brief SEO. L'équipe content va bien entendu prendre en compte ce brief SEO et derrière rédiger un contenu de qualité pour l'audience. Et derrière, l'équipe content va notamment renvoyer ce contenu du coup optimisé au SEO pour qu'il le valide. Et donc ça, c'est un exemple d'organisation où on va garantir une bonne optimisation SEO du contenu. Alors ensuite, on va avoir justement la question de qu'est-ce qu'un briefing SEO? Parce que là, on a parlé plusieurs fois. Donc, je rappelle, un briefing SEO, c'est le pilier et les bases d'un bon contenu pour ranker dans Google. Là, je prends un exemple d'un briefing SEO qui est généré en automatique par CMJ, où là, on va tout simplement déjà viser un mot-clé. C'est vraiment la thématique principale. Ici, c'est choisir perceuse comme mot-clé et on va également pouvoir identifier le trafic potentiel que le contenu peut nous rapporter. Donc là, typiquement, on peut voir que ce contenu, dès lors qu'il se positionnerait dans le top 3, peut rapporter 1500 visites par mois, permettre d'évaluer son potentiel. Ce qui est important ensuite, ça va être de lister dans le briefing SEO plusieurs points. Le premier point, ça va être notamment la profondeur de contenu. Typiquement, sur ce mot-clé, si je vois qu'un de mes concurrents comme brickauthor.com a créé un contenu de 3750 mots, et typiquement, mon enjeu, ça va être de faire plus que brickauthor.com. Donc là, par exemple, je vais faire un contenu de 4500 mots. Ça, c'est vraiment une des bases pour vraiment mettre, j'ai envie de dire, toutes les chances de notre côté d'avoir un contenu profond, plus profond que les concurrents. L'autre point qui va être vraiment très important, c'est de définir les thématiques à aborder dans ce contenu. Donc, ces thématiques-là, il faut les imaginer comme des entêtes de paragraphes, globalement, qui sont attendues par l'internaute quand il va lire votre contenu. Et ça passe par une étude des différents mots-clés de la thématique.
Ensuite, on va également identifier les questions que se posent les internautes. Typiquement, là, je peux voir que j'ai 100 internautes chaque mois qui se posent la question quelle perceuse utiliser et choisir pour le béton. Donc ça, j'ai intérêt à y répondre pour faire vraiment un contenu qui va répondre à la thématique dans son ensemble. Et l'autre point qui sera très, très important, c'est notamment le maillage interne et notamment identifier les différents contenus sur le site web, les contenus existants qui méritent de faire un lien vers le contenu que je suis en train de créer. Et donc, ce briefing SEO, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'étape clé et l'étape indispensable pour faire des contenus qui vont générer du trafic. Souvenez-vous, quand je vous montrais la courbe de trafic d'un contenu SEO, bien entendu, pour y arriver, ce briefing SEO va être clé. Et là, quand on compare, par exemple, on va dire deux approches a priori très différentes, d'un côté, j'ai Leroy Merlin avec une rubrique magazine, où on peut retrouver 1100 contenus, et bien là, je peux voir que sur ces 1100 contenus, hélas, j'en ai seulement 15% qui génèrent du trafic SEO. Forcément, là, mon investissement est moins rentable quand on compare à un Mano Mano qui a 1300 guides d'achat et qui, quand on regarde les statistiques, on a 80% de ces contenus qui génèrent du trafic SEO. Et ça, c'est notamment lié à cette étape de briefing SEO où les rédacteurs, qui sont les experts de leur sujet, vont être briefés par certains prérequis SEO à adresser dans le contenu. Alors ensuite, on va avoir une question autour de la stratégie, notamment que faire si mon site web stagne malgré des gros efforts en contenu. Eh bien là, ma réponse va être de se poser au moins quelques minutes, parce que le contenu, c'est un investissement qui est fort et qui est important. Et le but là, l'idée, ça va être d'évaluer l'efficacité de ces campagnes de content marketing. Notamment d'un point de vue trafic SEO, bien entendu. Là, typiquement, vous allez partir d'une base, c'est le nombre de contenus que vous avez créés, par exemple, sur l'année. Là, je prends un exemple, je prends la rubrique conseils du site web de Air France, où il y a 6000 contenus conseils. Alors, le site d'Air France, on n'a pas de sujet de netlinking. C'est un site à très, très forte autorité. Le technical de la rubrique conseil a l'air très bien. Donc, le seul sujet, ça va être la partie contenu. Et quand on va évaluer ces 6000 contenus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des outils comme Ahref, par exemple, ou SEMrush. Et là, ce que je fais, c'est que dans Ahref, je vais mettre l'URL du dossier qui regroupe justement ces 6000 contenus. Donc, le guide, justement, voyage d'Air France. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais filtrer justement tous les contenus qui font au minimum 1 de trafic. Donc, qui sont visibles dans Google, dans le top 100 et qui font au minimum 1 de trafic SEO. Et là, ce qu'on va pouvoir comptabiliser très facilement, du coup, ça prend juste 3 clics, entre guillemets, je vais pouvoir voir que sur ces 6000 guides, eh bien, j'en ai seulement 648 qui font du trafic SEO. Et ça, pour moi, ça va être un indicateur justement pour placer et évaluer l'efficacité de mes campagnes de contenu, notamment d'un point de vue SEO, vu que c'est l'un des canaux les plus importants vers mes contenus. Et donc, clairement, si je vois que 10% de mes contenus font du trafic SEO, voilà, je suis plutôt sur un ROI qui est, hélas, très faible, parce que d'un côté, j'aurais beaucoup investi en contenu, de l'autre côté, hélas, je vais récupérer peu de visiteurs. Vu que je récupère peu de visiteurs, c'est mathématique, je vais générer moins de business. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est que dès lors que je vais avoir moins de 65% de contenu qui génère du trafic SEO, forcément, se dire que j'ai la moitié de mes contenus qui font du trafic ou moins, forcément, on peut améliorer les choses. Et là, très souvent, l'étape qui sera manquante, c'est laquelle? Et on en a parlé juste avant, c'est notamment cette notion de mettre l'étape du briefing SEO en amont des contenus. Dès lors que vous aurez mis en place cette étape, eh bien, normalement, votre campagne de contenu générera beaucoup plus de croissance et donc, du coup, vous pourrez générer beaucoup plus de trafic. Alors ensuite, on va avoir une question justement qui est un peu large, mais quelles sont les stratégies de contenu les plus efficaces? Voilà, je vais essayer d'y répondre seulement en quelques slides. On pourrait faire un webinaire entier sur le sujet. À mon sens, aujourd'hui, la stratégie de contenu qui fonctionne le mieux, c'est cette stratégie où d'un côté, vous avez des pages piliers
qui vont traiter une thématique principale, et ce qu'on appelle des pages enfants, qui vont traiter des sujets, des sous-thématiques. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire, notamment, si je souhaite me positionner dans le top 3 sur le mot-clé SARL, je vais créer un contenu qui traite en profondeur de cette thématique, qui va synthétiser l'ensemble de la thématique, mais je vais également créer un certain nombre de pages enfants, notamment la définition d'une SARL, comment créer une SARL, etc., les avantages d'une SARL, qui sont en fait des contenus définis à partir des mots-clés connexes à ma thématique principale. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que, c'est souvent une métaphore que je fais, si je vends un livre sur Amazon qui traite de la thématique SARL, et ce livre fait une seule page, versus je fais un livre qui fait 100 pages, et pareil, je le vends sur Amazon, très clairement, c'est le livre de 100 pages qui traite la thématique en profondeur qui va le plus vendre. Eh bien, pour Google, c'est exactement la même chose, c'est qu'il va vous attribuer une forme d'autorité sémantique sur certains sujets, et notamment, là, sur le mot-clé SARL, si j'ai traité toutes les sous-thématiques aux alentours, eh bien, j'aurai un avantage concurrentiel. Donc ça, c'est vraiment cette approche cocon sémantique qui est aujourd'hui une approche ultra efficace d'un point de vue SEO et content. D'un point de vue e-commerce, on va avoir une stratégie qui est assez proche, mais avec quelques différences. Là, on va plutôt prioriser dans sa création de contenu, notamment des guides d'achat. Des guides d'achat qui vont pousser les catégories de produits et les pages marques, notamment à travers du maillage interne. Alors, guide d'achat, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ce qu'on peut voir, c'est que dans cet exemple, j'ai une thématique principale, c'est perceuse. Et j'ai des sous-catégories, qui sont mes sous-catégories produits. J'ai les perceuses à colonnes, des accessoires pour les perceuses, des visseuses, etc. Eh bien, en e-commerce, je vais avoir plusieurs catégories, plusieurs sous-catégories. Et l'idée, ça va être de me concentrer, de prioriser mes différentes catégories. Et dès lors que je vais me prioriser la catégorie perceuse, là, je vais faire un cocon sémantique avec, par exemple, une vingtaine de guides d'achat pour l'ensemble de mes sous-catégories. Là, typiquement, comment choisir une perceuse, bien entendu, mais aussi comment choisir une perceuse à colonne, comment choisir ses accessoires de perceuse. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est bien entendu, d'un côté, aider ses visiteurs, on va dire, à choisir le bon produit dans son processus d'achat, mais d'un autre côté, d'un point de vue SEO, c'est aussi montrer à Google qu'on a des contenus informationnels qui vont aider l'internaute dans leur choix. Et ça, vraiment, c'est un point très important qui fonctionne extrêmement bien en e-commerce. D'ailleurs, je vous partage 2 astuces sur cette partie guide d'achat en e-commerce. Quand vous allez faire un guide d'achat, on pourrait le penser que pour le SEO. Mais non, en fait, un guide d'achat, ça sert également à vos visiteurs dans leur processus d'achat. En plus, comment choisir une perceuse? On est vraiment, on va dire, dans les dernières étapes du funnel de l'intention d'achat. Donc, c'est vraiment, on va dire, les premiers contenus à créer en e-commerce. Et ces contenus, vous avez tout intérêt à les mettre en valeur dans vos catégories produits. Là, comme on peut le voir dans cet exemple sur Decathlon, qui a fait un guide d'achat sur comment choisir ses grandes box, qu'on peut très rapidement voir dès lors qu'on est dans la catégorie produit grande box. Eh bien, ça, cette démarche de mettre en avant votre guide d'achat, bien entendu, ça va permettre à ce guide d'un côté, d'être plus visible et plus consulté par vos visiteurs, donc potentiellement générer plus de chiffre d'affaires. De l'autre côté, ça lui donner également de la puissance d'un point de vue SEO. Autre astuce que je peux vous donner, là c'est de l'autre côté, c'est le côté guide d'achat. Quand vous allez faire votre guide d'achat, vous allez du coup rédiger du contenu informationnel pour répondre aux différentes questions et apporter de l'expertise à votre audience pour lui donner des conseils. L'idée également, c'est de proposer derrière le guide une sélection de produits, tout simplement pour qu'il puisse passer à l'acte d'achat plus rapidement et plus facilement. Et donc là, vous allez tout simplement améliorer vos taux de conversion et générer beaucoup plus de chiffre d'affaires directement initié par les guides. Alors ensuite, on va avoir une question autour des mots-clés et notamment comment trouver des nouvelles opportunités de contenu pour tout simplement préparer notamment son calendrier éditorial. Alors là, il faut savoir qu'il y a plein de manières possibles, il y a
plusieurs techniques possibles. Je vais en citer certaines, mais au-delà de la recherche de mots-clés standards, ce qui peut être très efficace, c'est notamment d'étudier la concurrence. Donc, ce qu'on va faire, c'est un content gap. Là, on peut utiliser des outils comme Ahref ou SEMrush. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va lister les différents noms de domaine de ses concurrents. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre d'identifier tous les mots-clés où nos concurrents se positionnent et où nous, notre site web, ne se positionne pas. Et donc là, à partir de cette liste de mots-clés, on va pouvoir identifier, par exemple, que, ah bah tiens, là, j'ai le mot-clé auto-entrepreneur, qui est quand même recherché un certain nombre de fois par mois. Eh bien, tous mes concurrents se positionnent dessus et pas moi. Donc, du coup, dès lors qu'il y a un apport business de faire un contenu sur cette thématique, eh bien, j'ai peut-être intérêt de prioriser ce contenu dans mon calendrier éditorial. Ensuite, pour aller plus loin, petite astuce, vous pouvez également dans ces outils type Ahref ou SEMrush directement mettre en place des filtres sur les mots-clés et notamment mettre en filtre des adverbes interrogatifs. Par exemple, l'adverbe « comment » où là, derrière, je vais pouvoir directement identifier des mots-clés de type question. Et du coup, là, l'avantage pour moi, eh bien, il va être double. D'un côté, je suis beaucoup plus proche du sujet que je pourrais définir. C'est-à-dire là, j'ai juste à faire un contenu comment devenir auto-entrepreneur, a priori. Et le deuxième avantage, ça va être d'être davantage visible, notamment dans le moteur de réponse, par exemple, quand Google affiche les questions et les réponses. Autre point qui va être intéressant quand vous allez préparer votre stratégie de contenu, tout à l'heure on parlait de cocon sémantique, notamment dès lors que vous avez des pages très stratégiques, par exemple je reprends mon exemple de SARL, on a un sujet du coup de planifier la création des pages enfants. Et là ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser notamment SEMJ pour récupérer tous les topics du mot-clé SARL, donc qui sont en fait des sous-pages qu'on peut créer, également les questions des internautes. Et donc là, typiquement, si je fais une page pilier sur SARL, eh bien, j'ai intérêt à faire un contenu enfant, comment créer une SARL ou qu'est-ce qu'une société SARL. Autre astuce qui, là, va être beaucoup plus, très tendance, entre guillemets, c'est d'utiliser directement les questions visibles dans Google, donc les PA, les People Also Ask. Et là, comme on peut voir, quand on clique sur ces questions, eh bien, ça en déploie plusieurs. Et là, je peux faire quelque chose qui est très simple en quelques clics, c'est les sélectionner et les copier, puis les coller dans Excel. Et ensuite, je vais les dédoublonner. Et là, en l'espace de quelques minutes seulement, potentiellement, j'aurai à récolter plusieurs dizaines de sujets de nouveaux contenus à créer. L'avantage d'ailleurs de cette démarche en récupérant les PA, c'est que vous allez favoriser vos chances d'être visible dans le moteur de réponse. Et puis une dernière astuce, notamment dès lors que vous êtes très avancé dans votre création de contenu, vous avez déjà couvert beaucoup de sujets, eh bien, vous pouvez également identifier les nouveaux mots-clés tendances. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les nouveaux mots-clés que les internautes tapent depuis seulement quelques mois. Et donc, ces nouveaux mots-clés peuvent être très intéressants, bien entendu, à traiter. Là, typiquement, dans Ahref, si vous allez dans la section Keyword Explorer et vous avez une section pour justement afficher tous les mots-clés nouveaux, découverts récemment. Et donc, en mettant en place vos filtres, par exemple, sur les dates et sur le volume, là, on peut voir que sur le mot-clé chaudière-chauffage, typiquement, je peux voir que j'ai un mot-clé aide au changement chaudière 2019 qui peut être intéressant de traiter puisque c'est un nouveau mot-clé. Alors ensuite, on va avoir une question autour de la production, et ça c'est une question également qui revient très souvent, c'est notamment quelle est la régularité optimale de nouveaux contenus à publier. Alors, le premier point par rapport à cette question à prendre en compte, selon moi, c'est de prendre en compte l'inertie de Google. L'inertie de Google, c'est très long. Et là, je vous montre un exemple d'un contenu où, entre le moment de la publication et le moment, on va dire, de ses résultats optimaux d'un point de vue trafic SEO, il se passe 11 à 12 mois. Et donc, en général, ce qu'on dit, c'est que la première phase d'inertie, vous allez avoir des premiers résultats SEO quand vous créez votre contenu au bout de 3 mois, et il faut attendre 9 à 12 mois pour atteindre les résultats optimaux. Donc ça, déjà, il faut bien prendre en compte que quand vous faites et préparez des campagnes de contenu,
pour mesurer les résultats, potentiellement, il faut attendre jusqu'à 1 an. Et donc, quand vous allez planifier vos campagnes de contenu, vous allez plutôt les planifier de manière annuelle, puisque vous allez allouer des budgets annuels sur ces campagnes de contenu. Et là, le conseil, puisque le contenu, bien entendu, ça demande quand même un certain nombre d'efforts et de temps, notamment de la production jusqu'à l'intégration des contenus, on a tout intérêt, a priori, à le diluer, on va dire, tout au long de l'année, notamment de manière mensuelle. Là, typiquement, je vous montre un exemple sur plusieurs années de Mano Mano, où on peut voir qu'ils ont créé chaque année environ 400 contenus par an. Et donc, si on ramène ça de manière mensuelle, ça fait environ 30 guides d'achat par mois. Et là, nous, on accompagne plusieurs clients qui se fixent un objectif, par exemple, de 50 contenus ou 100 contenus de qualité par mois. Donc, vraiment un aspect quantitatif. Puis après, à côté de ça, il y a l'aspect qualitatif, parce que produire en quantité, c'est bien, mais faut-il encore que les contenus, comme on le disait, génèrent du trafic SEO. Donc, du coup, vous pouvez vous fixer un nombre de contenus par mois. Alors ensuite, on va avoir une question sur les tendances, notamment, doit-on écrire un contenu avant tout pour l'audience ou pour Google? Eh bien ça, c'est une question en effet qui est très intéressante puisque ça a beaucoup évolué sur ces dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fur et à mesure sur ces dernières années, Google a mis à jour ses différents algorithmes et on est passé d'une ère où le contenu, la qualité du contenu était moins importante, notamment il y a 10 ans ou plus, où on parlait même de keyword stuffing, etc., de densité de mots-clés. Et ça, c'est vraiment l'ère est révolue, notamment depuis la mise en place progressive d'un côté de Colibri, donc Hummingbird, comme mise à jour de Google, mais aussi depuis RankBrain, et depuis également que Google a annoncé basculer sur une ère du IA First. Donc, ce qui est important de prendre en compte aujourd'hui, c'est qu'à travers toutes ces mises à jour, depuis 2015-2017, l'intelligence artificielle aide Google à mieux comprendre les contenus et à mieux comprendre aussi, on va dire, les signaux utilisateurs d'un bon contenu versus un mauvais contenu. Donc là, aujourd'hui, le but premier, très clairement, ça va être de créer un contenu qui répond au mieux aux attentes des internautes, de faire ça de manière meilleure que les concurrents. Dire. Quand vous avez créé un contenu, le but, c'est de faire mieux que les concurrents déjà positionnés dans Google. Et c'est son seul objectif à Google, de toute façon, c'est proposer le meilleur contenu. Donc, pour vous positionner, il faut que vous fassiez un contenu meilleur que les concurrents. Et ça, il faut prendre en compte que cette évolution de Google pour mieux comprendre, on va dire, les attentes des internautes et la qualité des contenus, eh bien, c'est vraiment un fil rouge de Google depuis plusieurs années. Et la preuve en est, puisque encore la semaine dernière, vendredi dernier, Google a annoncé l'une de ses plus grosses mises à jour en 5 ans, c'est Google BERT, qui est un algorithme en fait, de traitement automatique des langues, qui est d'ailleurs en open source, qui permet de mieux comprendre aujourd'hui les contenus rédigés et également les requêtes des internautes. Donc là, on voit bien que Google continue à investir massivement dans toutes ces technologies autour du traitement automatique des langues pour tout simplement mieux comprendre les contenus et mieux identifier, on va dire, les contenus pertinents pour un mot-clé. Et donc, le SEO va être très utile à un moment clé de la préparation du contenu. Comme on le disait, c'était notamment cette étape du briefing SEO. C'est-à-dire qu'on va utiliser le SEO pour tout simplement quantifier les attentes des internautes autour d'une thématique. Donc là, je redonne un exemple. Typiquement, si je fais un contenu sur le mot-clé perte du ventre, ce que va faire le SEO, c'est notamment étudier les différents mots-clés de la thématique pour les regrouper ensemble et identifier que certains groupements de mots-clés sont très attendus par les internautes. Typiquement, si je fais un contenu sur perte du ventre, j'ai intérêt à donner des conseils pour les hommes, à donner des conseils également pour les femmes, à donner une liste d'exercices, etc., etc. Parce que ça, ce sont tout simplement des requêtes attendues par les internautes. Et donc, pour conclure par rapport à la question initiale, vous avez en effet l'ancienne méthode qui était très orientée mots-clés pour Google,
ça, c'est vraiment l'ancienne méthode qui ne fonctionne plus du tout. On est aujourd'hui, depuis ces dernières évolutions de Google, sur une nouvelle méthode, c'est-à-dire faire un contenu qui va être qualitatif et répondre en profondeur aux différentes thématiques attendues par l'internaute. Donc là, je reprends l'exemple, hein, c'est-à-dire je vais faire notamment des paragraphes sur le sport, les exercices, donner des conseils pour les hommes, pour les femmes, donner des conseils sur l'alimentation, dès lors que je fais un contenu sur perte du ventre. Alors, ensuite, on va avoir une question autour des tendances, notamment quel format de contenu faut-il aujourd'hui privilégier? Alors, pour répondre à cette question, j'ai pris l'exemple d'un contenu qui génère beaucoup de trafic SEO. C'est un contenu typiquement du site web Selectra, qui fait également partie des grandes success stories, on va dire, du content en SEO, puisque en 3 ans, ils ont explosé les compteurs avec une croissance fulgurante, notamment grâce à une démarche de contenu ultra poussée. Et là, je prends l'exemple d'un de ces contenus qui traite de la thématique sur le chèque énergie, et où ce contenu fait 20 000 de trafic SEO mensuel. Donc, il est quand même, on va dire, un très joli score d'un point de vue contenu. Ce qui va être intéressant justement dans ce contenu, c'est qu'on peut voir qu'il se positionne aujourd'hui sur 2500 mots-clés dans le top 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce contenu, eh bien, il traite de l'ensemble des sous-thématiques, et donc c'est ce qui lui permet justement d'être visible sur toute cette longue traîne, tous ces mots-clés connexes, et donc de capter autant de trafic SEO. Et quand on regarde ce contenu, notamment, ce qu'on peut voir, et ce qui sera très souvent le cas de toute façon sur les contenus qui génèrent un maximum de trafic SEO, c'est que c'est un contenu qui est long, c'est un contenu qui est profond. Et donc là, ici, ce contenu fait 3000 mots. Donc ça, quand vous allez faire des contenus, alors si jamais vous êtes encore sur la stratégie il y a 10 ans de faire 5 contenus par mois de 500 mots, il faut arrêter tout de suite, puisque vous jetez de l'argent, entre guillemets, par les fenêtres. Vaut mieux faire un contenu long chaque mois que 5 contenus qui vont faire 0 de trafic. Et donc là, l'idée, c'est que ce contenu long, bien entendu, on a quand même intérêt qu'il soit très UX, hein, qui réponde au mieux à l'expérience utilisateur de l'internaute. Et donc là, il y a quelques astuces, hein, bien entendu, à la fois UX et SEO, notamment ce qui est très important dans vos contenus profonds, c'est notamment de mettre en place un sommaire. Donc là, comme on peut le voir sur ce contenu, j'ai en effet un sommaire, notamment, en plus, il faut imaginer ce contenu. En général, une grosse part du trafic sera sur mobile, donc il faut aussi l'imaginer d'un point de vue mobile. Et donc là, ce sommaire va permettre plusieurs choses, notamment à l'internaute de visualiser en l'espace de quelques secondes les différentes thématiques abordées par ce contenu. Deuxième avantage, ça va lui permettre de naviguer directement sur la question qui se pose, puisque potentiellement, il n'est pas intéressé par l'ensemble des thématiques, mais seulement de thématiques précises. Donc ça, conseil, mettre en place les sommaires sur tous vos contenus profonds. Vous ferez attention sur les prochaines semaines, les prochains mois, vous verrez souvent dans Google, quand vous cliquez sur un résultat, il y a très souvent, de plus en plus, des contenus avec des sommaires. Le deuxième point qui est intéressant dans ce contenu, c'est qu'on va avoir un contenu vidéo qui va augmenter la qualité du contenu rédigé en donnant justement un aperçu vidéo de la réponse. Donc ça, on ne peut que recommander également de plus en plus mettre en place des vidéos, hein, ça fait partie des grandes tendances des formats. L'un des avantages de mettre en place ces vidéos dans ces contenus, d'un côté, vous allez vos contenus vont renvoyer des signaux utilisateurs positifs pour les algorithmes Google, donc c'est un plus d'un point de vue SEO. De l'autre côté, bien entendu, la vidéo va vous permettre également d'aller capter de la notoriété, de la visibilité sur d'autres canaux, sur d'autres plateformes. Là, typiquement, on peut retrouver cette vidéo dans YouTube en deuxième position et on peut voir que cette vidéo a capté 32 000 vues depuis sa création il y a 1 an. Donc là, j'ai envie de dire, c'est double effet qui se coule. Alors, dans les autres points de format qui vont être intéressants dans votre contenu, c'est notamment la mise en place de tableaux dans votre contenu et la mise en place de listes à puces. Pourquoi ça, c'est intéressant? Alors, ça aide de manière générale pour l'internaute, on va dire, à avoir une réponse très, on va dire, synthétique. Donc ça, c'est aussi pour aider d'un point de vue X, mais ça va également vous aider
à positionner vos contenus dans le moteur de réponse. Donc le moteur de réponse, c'est notamment les PA, donc les autres questions posées par les internautes, et les positions 0. Et là, typiquement, on peut voir que ce contenu est visible, en effet, dans les autres questions posées par les internautes. Ça, ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'il y a un certain pourcentage des positions 0 et des PA où Google va choisir plutôt des listes à puces et des tableaux. Alors ensuite, niveau optimisation, comment faire en sorte que mes contenus restent toujours d'actualité? Alors ça, en effet, c'est un point qui est très important. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà de mettre en place une détection de perte de trafic autour de vos contenus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, voilà, aujourd'hui, les contenus, ils ont une vie, il faut les entretenir, c'est un peu comme un potager, il faut en effet les maintenir d'actualité. Et parfois, vous avez remarqué que certains de vos contenus, hélas, commencent à perdre des positions ou commencent à perdre en trafic. Et là, vous aurez tout intérêt à les réoptimiser. Donc là, typiquement, on peut voir un screenshot de CMJ où on peut voir 3 contenus, en effet, qui sont, on va dire, en baisse de trafic. Et avec le petit point rose, on les a réoptimisés pour tout simplement qu'ils regagnent en trafic et qu'ils soient meilleurs que les nouveaux concurrents. Vous pouvez également, bien entendu, utiliser Search Console, ça sera un poil moins visuel, on va dire. Vous pourrez comparer les périodes pour justement identifier les contenus qui ont perdu du trafic, par exemple sur les 3 derniers mois ou les 12 derniers mois. L'autre conseil que je peux vous donner, ça va être d'anticiper les saisonnalités sur certains de vos contenus. Vous avez certains mots-clés qui vont être très saisonniers. Par exemple, là, j'ai pris l'exemple du mot-clé ski ou du mot-clé tente. Eh bien, on peut voir qu'il y a des très fortes saisonnalités, notamment dans Google Trends. Et là, on aura intérêt, clairement, à réoptimiser ces contenus, par exemple, 6 mois à l'avance du pic de saisonnalité. Alors, quand vous allez perdre du trafic parce que vos contenus sont moins à jour que les concurrents, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est assez simple. Là, j'ai pris un exemple très concret. C'est un de nos articles de blog qui était premier sur le mot-clé positionnement Google. Donc, il captait, on va dire, un joli trafic. Et puis, dès qu'on quitte la première, deuxième, troisième position, en général, c'est la chute magistrale en trafic SEO. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû notamment à un contenu concurrent qui a fait un contenu qui répond au mieux aux attentes des internautes que mon contenu. Typiquement là, on peut voir qu'en plus, il traite la thématique sous un angle assez différent, puisque nous, on était sur des conseils pour améliorer le positionnement, alors que là, c'est notamment un listing d'outils pour suivre le positionnement. Donc, c'est ce qui va se passer en fait, c'est quand vos contenus ne seront plus d'actualité, vous allez perdre des positions au profit des contenus concurrents qui seront plus à jour. Donc là, ce qui va être important de faire, ça va être notamment d'analyser ces fameux contenus concurrents qui ont traité la thématique et qui ont réussi à mieux se positionner que vous. Et là, typiquement, on peut voir là à travers CMJ que ce fameux contenu sur les outils de positionnement parle d'outils de ranking gratuits, d'outils ranking freemium, puis en faisant, on va dire, un listing de ces outils et en faisant un test de ces outils. Donc très clairement, premier point, en analysant ces thématiques traitées par les concurrents, j'identifie les thématiques que je n'ai pas traitées moi pour les rajouter dans mon contenu. Le deuxième point, c'est intéressant aussi d'analyser les mots-clés qui rapportent du trafic à ces contenus concurrents. Et là, typiquement, on peut voir qu'à travers CMJ, CMJ nous propose notamment de parler de Google Analytics, de Google Search Console, de suivi de positionnement Google, puisque ces thématiques-là rapportent du trafic au contenu, le blog du modérateur.com. Donc là, voici, on va dire, les deux approches pour améliorer et mettre à jour le contenu. Ensuite, on va basculer sur la partie mesure, qui est souvent un gros enjeu en fait, autour du content marketing, puisque notamment, on a souvent la question, quels sont les KPI les plus pertinents en content marketing? Et là, c'est sûr, en marketing, on peut vite se perdre dans plein de KPI. Donc, à un moment donné, on va dire, c'est important de définir 3-4 KPI qui sont vraiment au cœur de notre business. Bien entendu, ça dépendra de notre cœur de business. Typiquement, si on a un e-commerce ou si on a un site web B2B, ce ne sera pas forcément exactement les mêmes KPI. Mais les KPI qui reviendront le plus souvent en content marketing, déjà, ça va être le rythme et la vélocité de production de vos contenus.
Typiquement, si je prépare une campagne sur l'année de contenu, comme on disait, j'ai intérêt à faire des efforts constants, à rythmer ces efforts. Et notamment là, on peut voir que j'ai, par exemple, j'arrive à atteindre un pic de 20 contenus par mois. Ça, c'est typiquement l'effort de production de contenu peut être un KPI intéressant pour suivre, on va dire, cette évolution et on va dire la mise en ligne de ces contenus. Ensuite, ce qui va être intéressant, bien entendu, c'est de mesurer les gains de trafic, mais notamment les gains de trafic liés aux campagnes de contenu. Typiquement, là, ce qu'on peut faire ici, on peut voir que j'ai fait une campagne d'optimisation de 53 contenus existants. Donc, vraiment splitter ces gains par campagne. Et là, on peut voir que j'ai gagné 100 000 de trafic mensuel en optimisant ces 53 contenus. Notamment, vous pouvez faire ça, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez le faire dans Analytics, mais c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez le faire directement dans CMJ, ce sera 10 fois plus simple. Vous pouvez ensuite, au-delà des campagnes, c'est de mesurer, bien entendu, avoir une vision, une visibilité sur les gains pour chacun des contenus. Notamment là, on peut voir que, tiens, j'ai tel contenu qui m'a généré plus de gains. Et donc là, ça permet notamment de voir les contenus qui sont le plus générateurs de gains. Ce qui va être intéressant également, bien entendu, au-delà du trafic, on le répète souvent, c'est notamment les conversions. Donc les conversions, ça va être par exemple, si vous êtes en B2B, des demandes de leads, toutes les inscriptions formulaires, etc., inscriptions newsletter, des KPI qui sont vraiment clés et qu'on a tous intérêt à mettre en place dans Analytics pour suivre ces gains sur ces objectifs. Et puis en e-commerce, bien entendu, on va vouloir mesurer les gains, notamment d'un point de vue chiffre d'affaires. Typiquement, si je fais un cocon sémantique, par exemple sur les tentes, avec plusieurs guides d'achat, je vais vouloir mesurer le chiffre d'affaires généré par ces guides d'achat et également le chiffre d'affaires, le gain de chiffre d'affaires vers ma page et mes catégories sur les tentes. Là, le gain de chiffre d'affaires en e-commerce, c'est vraiment un point clé. Et puis, dernière question, toujours autour de la mesure, notamment comment mesurer le ROI de mes campagnes de content marketing. Et ça, pareil, c'est vraiment une question qui revient assez souvent. Et même quand on regarde les différentes études, c'est souvent un problème, en fait, en content marketing. Alors, pour mesurer le ROI, ce qui va être important, selon les entreprises, c'est déjà de bien définir quel est le retour. Le retour, typiquement, ça peut être du trafic, ça peut être des conversions et des leads, ça peut être du chiffre d'affaires si on est en e-commerce, ça peut être de la notoriété de marque, notamment le volume de recherche autour de ma marque, ça peut être de la fidélisation client. Donc là, l'idée, ça va être de vraiment définir un ou plusieurs KPI à suivre en termes de ROI. Et puis, le sujet, ça va être bien entendu de définir l'investissement. L'investissement, en général, c'est d'un côté, vous allez avoir le temps passé par les équipes, donc bien entendu, c'est des montants de salaire, et de l'autre côté, ça va être les coûts externes liés à votre stratégie de contenu. En général, ça sera quoi? Ça sera notamment l'externalisation de la rédaction du contenu et de la production, ou par exemple, les coûts externes liés aux différents outils que vous utilisez. Et donc, petite astuce, si vous voulez faire une évaluation du ROI très rapide, l'astuce, c'est de mesurer notamment la valeur du trafic. Alors, c'est quoi la valeur du trafic? Vous avez la formule qui est ici, notamment, c'est vous multipliez les gains de trafic SEO d'un contenu par le CPC AdWords, on va dire, des mots-clés sur lesquels il se positionne. Et là, typiquement, vous pouvez utiliser des outils comme Ahref. Et là, on peut voir un exemple où on a optimisé un contenu pour un de nos clients et où le gain, ça a été, grâce à une action de contenu, 75 000 € en termes de valeur de trafic, 75 000 € par mois. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en améliorant le SEO, c'est comme si on avait investi 75 000 € par mois de clics AdWords vers ce contenu. Donc ça, c'est une méthode et une astuce très rapide, on va dire, pour jauger justement, on va dire, les gains très héroïstes par rapport aux campagnes payantes. Et quand vous allez
vouloir aller plus loin sur votre évaluation justement du ROI, le conseil que je peux vous donner, ça va être de mettre en place un tracking, on va dire des performances de vos différentes campagnes, tout simplement pour les comparer. L'idée en marketing, bien entendu, c'est quoi? Sur l'année, on prévoit plusieurs campagnes et ensuite, on va mesurer tout simplement la campagne, identifier les campagnes les plus rentables, par exemple en termes de trafic, conversion ou chiffre d'affaires. Par contre, l'astuce, ça va être quoi? Ça va être de mesurer ce ROI sur plusieurs années, très clairement. Alors là, je vous donne un exemple. Je prends un exemple où on prévoit sur 2020 deux campagnes. Une campagne AdWords, donc qui va courir que sur un an, sur 2020, et une campagne content marketing de 250 contenus, optimisés en SEO, bien entendu. Et là, sur ces deux campagnes, on va investir le même budget. On va investir 100 000 € sur les deux campagnes. D'un côté, j'ai une campagne AdWords où j'ai un coût par clic moyen de 50 centimes. Ça, c'est mon hypothèse de base. De l'autre côté, j'ai mon hypothèse sur la partie content marketing, c'est que chaque contenu va me permettre de capter 1000 visites par an. Donc, ça fait un peu moins de 100 visites par mois par contenu. Hein, c'est, on va dire, un chiffre, on va dire, assez standard en soi. Et ce qui va être intéressant, c'est que quand on va mesurer le ROI de ces campagnes, on ne va pas s'arrêter à l'année 2020. Hein. On va continuer à mesurer chaque année le ROI. Et donc, AdWords, la campagne AdWords, j'ai récupéré 50 000 clics, vu que mon CPC est à 50 centimes avec un budget de 100 000 €. Donc ça, c'est assez simple, on va dire, à mesurer en soi. Et ce qui va être intéressant derrière, c'est de mesurer du coup les gains grâce au content. Donc en 2020, vu que mes 250 contenus font 1000 visites par an, je vais récupérer 250 000 visites. Donc là déjà, j'ai un gros gain par rapport à AdWords, mais ça ne s'arrête pas là. Vu que c'est des contenus qui vont se positionner en SEO, ils vont me rapporter également du trafic en 2021. Et donc là, chaque année, je vais rajouter ce volume de trafic que ça me rapporte. Et donc ces 250 contenus, ne serait-ce que sur 2 ans, ils m'ont rapporté 50 000 visites. Et donc là, si on compare le coût par visite, d'un côté, j'ai AdWords avec ses 50 centimes, de l'autre côté, au bout de 2 ans, j'ai ma campagne de content qui est à 5 centimes la visite. Donc du coup, dans cet exemple, c'est assez simple, je me retrouve avec une campagne content qui est 10 fois plus rentable qu'AdWords. Donc ça, je peux que vous recommander de mettre en place ce système de reporting avec cette astuce notamment de mesurer année par année pour comparer, j'ai envie de dire, notamment du comparable. Et c'est pour ça très souvent que vous entendez que le SEO est un canal ultra rentable sur le long terme, c'est notamment parce que ces contenus vont apporter du trafic sur le long terme. En conclusion, par rapport notamment à toutes ces différentes questions et cette centaine de questions qu'on a pu obtenir et que vous nous avez envoyées, s'il y avait 3 points à mon sens à retenir, c'est qu'aujourd'hui, le content marketing, on l'a vu en début de ce webinaire, c'est vraiment devenu un des leviers principaux d'un point de vue acquisition. Ça, c'est vraiment une tactique qui est en plein essor. Et comme on peut le voir, le canal SEO est vraiment très important en content marketing parce que très souvent, ça sera 80-90%, on va dire, du trafic vers vos contenus. Et donc, inclure le SEO dans sa démarche content marketing, aujourd'hui, c'est vraiment indispensable dès lors que vous voulez optimiser le ROI. Mais en effet, bien entendu, vous voulez l'optimiser. Donc, du coup, c'est indispensable. Et du coup, troisième point à retenir, c'est qu'en intégrant le content marketing, j'ai envie de dire dans la colonne vertébrale de la stratégie d'entreprise, eh bien tout simplement, on se donne les moyens d'accélérer la croissance de l'entreprise. Et ça, on a plein d'exemples avec plein de belles success stories type Mano Mano, Legal Start, qui nous montrent vraiment qu'aujourd'hui, notamment une start-up qui part de zéro mais qui investit en content, eh bien, arrive à dépasser des très gros acteurs. Alors, comme je vous disais, on avait reçu plus d'une centaine de questions. On a essayé de regrouper au maximum ces questions pour y répondre au maximum. Sachez qu'il y a également des questions où vous trouverez les réponses directement dans les replays des webinars sur le site de CMJ et également
dans les livres blancs. Donc, je ne peux que vous inviter à aller sur le site web de CMJ pour aller les consulter. Un autre point, justement, pendant ce webinaire, on a parlé notamment de cocon sémantique. Et donc, on va notamment organiser et donner un webinaire le 19 novembre à ce sujet. J'aurai la chance de faire ce webinaire aux côtés de Stéphane Jambu, qui est un expert SEO, un expert en cocon sémantique. Et donc, l'idée de ce sujet, ça sera tout simplement de vous donner les clés très techniques pour réussir vos cocons sémantiques. Donc, rendez-vous le 19 novembre prochain. Et puis, bien entendu, si vous souhaitez améliorer le trafic SEO de vos contenus et que vous n'êtes pas encore client de CMJ, n'hésitez pas à nous faire une demande de démo pour qu'on puisse vous montrer comment CMJ peut vous aider. Voilà, un gros merci à tous, notamment aux différentes personnes, aux différentes entreprises qui nous ont envoyé les questions. On espère avoir répondu à un maximum de ces questions. Je rappelle qu'on vous renverra un mail aussi pour les différentes questions auxquelles on n'aura pas pu encore répondre. On vous contactera pour vous apporter des éléments de réponse. Et puis, il nous reste quelques minutes pour justement que vous puissiez poser quelques questions pour que je puisse apporter davantage de réponses pendant ce webinaire. Alors, je vais ouvrir les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le système de questions pour que je puisse y répondre. Donc là, j'ai plusieurs questions donc pendant le webinaire, notamment, alors, on me pose la question, alors c'était par rapport à la slide sur l'organisation autour du SEO et du content, et où la question c'est en gros, est-ce que ce type d'organisation n'est au final pas possible que dans les grandes structures? Bien, non, en fait, vous pouvez mettre en place cette organisation dans n'importe quelle structure, dès lors que vous avez d'un côté une compétence édito, de l'autre côté une compétence SEO. C'est-à-dire, l'idée, c'est quoi? Dès lors que vous avez ces deux compétences et que vous demandez au SEO de mettre en place un briefing SEO et vous demandez bien entendu à l'édito d'y répondre, eh bien, vous pourrez bien entendu utiliser ce type d'organisation. Mais ce qui est important, bien entendu, c'est d'avoir d'un côté le briefing SEO, de l'autre côté, bien entendu, le rédacteur. Alors, ensuite, on a une question sur comment on sort dans le moteur de réponse Google, notamment les People Also Ask, donc le moteur de réponse. Ça, c'est une question de Marie-Lou. Eh bien, Marie-Lou, sachez qu'on répond en long, en large à cette question, justement, dans notre webinaire qui est en replay sur le site de cmj.com, justement sur le moteur de réponse et l'AEO. Donc le Answer Engine Optimization. Donc, vous pourrez retrouver justement toutes les réponses à ce niveau-là. Alors, question bonjour de Loïc. Bonjour Nicolas, plutôt Ahref ou SEMrush? Oui, grosse question. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi aujourd'hui, je suis client des deux outils, parce que ces outils, c'est des véritables couteaux suisses à plusieurs niveaux. Ils ont chacun des avantages et bien entendu des inconvénients. Et donc, on va dire, je me donne les moyens d'utiliser les avantages des deux. Ça peut vite être un gros budget après. Donc, moi, personnellement, si demain, je devais en choisir qu'un, ça serait Ahref, notamment par rapport à la qualité de la data et par, on va dire, à son scope fonctionnel. Donc voilà. Après, l'autre point que je peux dire, c'est que bizarrement, connaissant beaucoup de clients qui utilisent un des deux outils, en général, SEMrush sera plus répandu. Donc, je vous laisse vous faire votre propre avis, sachant qu'il y a des périodes d'essai de mémoire sur les deux. Alors, ensuite, on a une question, notamment de Coralie. Intervenez-vous sur tous les secteurs? Alors là, je suppose que c'est une question d'un point de vue nous, réputation VIP en tant qu'agence SEO, ou CMJ en tant que plateforme SaaS pour vous aider à faire des contenus. Dans tous les cas, la réponse sera oui. On intervient notamment sur ces secteurs du bâtiment, puisque de manière générale, ce type de secteur, on connaît très très bien. Alors ensuite, nous avons une question d'Estelle. Vaut-il mieux favoriser une page enfant très profonde
ou plusieurs pages enfants aux thématiques délimitées. Ok, je comprends. Donc là, c'est un écho, c'est une question par rapport à la stratégie de cocon sémantique. Alors, ça sera d'ailleurs sûrement une question qu'on aborde du coup dans notre prochain webinaire sur les cocons sémantiques. Mais pour y répondre, j'ai envie de dire que tout dépend de la concurrence. Donc, quand vous allez faire une page enfant, vous allez définir un mot-clé. Par exemple, c'est ce qu'on disait, hein, les avantages d'une SARL, c'est une page enfant pour la page pilier SARL. Eh bien, ce mot-clé avantage SARL, vous allez regarder ce que font les contenus concurrents, vous allez tirer le meilleur de ces contenus concurrents. Et donc, cette profondeur et les thématiques à aborder dépendront des contenus concurrents, puisque le but, ça sera de faire mieux qu'eux. Donc là, ma réponse, c'est plutôt analyser les contenus concurrents pour faire mieux qu'eux. Ensuite, j'ai une question de Jonathan. J'ai une page importante qui est positionnée sur un mot-clé qui fait le yo-yo entre la 6e et la 8e place, quand d'autres restent statiques. Mais je n'ai pas de question derrière. Donc, je vais imaginer la question. Je vais imaginer la question. J'imagine que la question, ça va être « Que faire ?» J'espère que c'est ça, Jonathan. Donc, en gros, quand vous avez une page qui fait le yo-yo, comme ça, alors tout dépend si c'est le yo-yo par rapport à d'autres contenus concurrents ou le yo-yo entre différents de vos contenus, à vous. Et donc, là, je vais essayer de répondre aux deux. Hein. Donc, tout simplement, si votre page fait le yo-yo par rapport à des concurrents, c'est-à-dire que Google hésite entre vous et les concurrents. Donc là, du coup, pour stabiliser et faire mieux, il faudra faire mieux que le concurrent. Donc, le but, ça sera quoi? Là, j'aurais tendance à analyser les 3 piliers du SEO, donc le technical, le netlinking, le content, et d'évaluer par rapport aux concurrents, est-ce que je dois faire plus de liens? Est-ce que je dois améliorer mon technical SEO? Est-ce que je dois améliorer mon contenu? Et d'un point de vue très content, j'aurais tendance à améliorer, bien entendu, le contenu de la page en elle-même et faire ces fameuses pages enfants en cocon sémantique, notamment à travers le maillage interne et le cocon sémantique pour renforcer ma page. Donc ça par rapport à un concurrent. Si c'est, on va dire, que Google hésite entre plusieurs de vos contenus à vous, là c'est ce qu'on appelle de la cannibalisation SEO. Par exemple, vous avez 3 contenus différents qui ont tendance à faire le yo-yo sur le même mot-clé, c'est-à-dire que Google hésite entre différents contenus. Donc là, le but, c'est d'optimiser le contenu que vous souhaitez positionner, donc les thématiques à aborder, la profondeur du contenu, etc., mais également de renforcer cette page en mettant en place le maillage interne depuis les autres contenus vers votre contenu principal que vous souhaitez positionner. Et puis, j'ai une autre question de Julien. Est-ce que l'autorité d'un site est plus importante que la qualité d'un contenu pour être bien positionné? Eh bien, en effet, en plus, c'est une question qui revient très souvent et j'en parlais encore il y a quelques jours avec différents head of SEO de différentes boîtes. En tout cas, moi, personnellement, je suis d'accord avec plusieurs SEO qui disent, pour l'avoir été, être très sur ce sujet à l'époque, c'est qu'il y a 10 ans, le netlinking était ultra puissant et le contenu était moins important. Ça, on est tous d'accord là-dessus. C'est en gros, la qualité du contenu était moins importante et à coup de belles campagnes de liens, on pouvait positionner, on va dire, plus ou moins n'importe quel contenu. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. La qualité du contenu est devenue un prérequis très important et même indispensable pour se positionner sur des mots-clés, notamment les mots-clés informationnels. Donc là, du coup, aujourd'hui, si je devais dire, donner un pourcentage, tout dépendra, on va dire, des différentes structures. Mais clairement, aujourd'hui, j'aurais tendance à investir plus en content qu'en netlinking, dès lors que, bien entendu, j'ai un minimum de netlinking. Notamment si je suis une grande marque avec 1000 referring domaines, bon, voilà, je vais peut-être plutôt pousser la partie content et technique. Si vous partez de zéro en netlinking, bien entendu, il faut investir en netlinking. Donc, tout dépend de votre stade où vous en êtes. N'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Et puis, une autre question, et ce sera la dernière puisqu'il est 15h30, notamment la bataille est rude sur Google. Donc, en effet, ça c'est vrai. N'y a-t-il pas une place à prendre sur Bing et Quant?
Et les optimisations présentées sont-elles vraies pour ces moteurs alternatifs, même si bien le volet est moins fort? Et il y a un autre morceau de question, excusez-moi, mais j'ai du mal à voir. Ah oui, les volumes de recherche sont moins importants sur Bing et Quant. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est en effet, on peut se poser la question. Parfois, il y a ce qu'on appelle les low hanging fruits, c'est-à-dire qu'avec peu d'action, je peux récupérer beaucoup de gains. Après, la réalité, c'est que aujourd'hui, on accompagne une centaine de clients. J'ai jamais eu un seul client qui m'a dit ah, au fait, génial, on explose les scores sur Bing. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Google conserve une part de marché des moteurs de recherche qui est ultra importante, plus de 90%. Donc, c'est quand même un point important. Bing et Quant à surveiller. Mais bon, aujourd'hui, on va dire, c'est pas le. Faut surveiller la tendance, mais le niveau de part de marché aujourd'hui fait que c'est très peu, on va dire, c'est moins un sujet. Donc, à surveiller, j'ai envie de dire. Cependant, c'est sûr qu'aujourd'hui, Google, quand même, a un énorme monopole sur le search. Par contre, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de surveiller les tendances de certains autres moteurs de recherche, type YouTube, type Amazon. Et puis, j'avais dit que c'était une dernière question, mais allez, j'en place une bonus. Il vaut mieux faire des liens aller-retour entre contenu informatif et catégorie produit, ou juste un lien vers la catégorie produit depuis le contenu informatif et pas de lien retour. Ok, je comprends la question. Donc là, on est dans le cas où d'un côté, j'ai ma catégorie produit, par exemple, c'était l'exemple des gants de boxe de Decathlon. De l'autre côté, du coup, j'ai un guide d'achat, par exemple, comment choisir mes gants de boxe. Alors là, il peut y avoir plusieurs écoles autour des liens AB, etc. La réalité, en fait, c'est qu'il faut penser utilisateur. Et donc là, on va privilégier le comportement utilisateur. C'est si vous avez un guide, comment choisir les gants de boxe, c'est sûr qu'au moment où l'internaute arrive sur la catégorie produit gants de boxe, s'il voit qu'il y a un guide là-dessus, une partie va vouloir le consulter. Autant le mettre en avant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est toutes les personnes qui arrivent sur votre guide d'achat gants de boxe, notamment depuis le trafic SEO, vous avez tout un intérêt, je veux dire, à inciter, à montrer aux internautes, oui, vous avez une catégorie avec des produits gants de boxe. Donc, du coup, vous avez intérêt à mettre un lien dès qu'il y a écrit gants de boxe, dès la première occurrence, vers votre catégorie produit, et en plus à mettre en avant, comme je disais, vos produits. Donc là, très clairement, ma réponse, c'est privilégions le comportement utilisateur et même, j'ai envie de dire, la logique pour l'utilisateur, et donc de mettre les liens dès que ça fait du sens. Wikipédia, a priori, c'est jamais pris de pénalité sur le nombre de liens internes qu'ils ont entre leurs contenus. Donc voilà, toujours penser utilisateur. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet important. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura apporté plusieurs éléments de réponse pour vous aider dans votre stratégie content marketing et SEO, bien entendu. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux, puisqu'on fait des webinaires de manière récurrente. Je rappelle, le prochain est le 19 novembre et ce sera autour du cocon sémantique. Merci à tous.